Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La dépréciation de la gourde par rapport au billet vert s'accélère ces derniers jours. Désormais, $1 américain équivaut à 69 gourdes. Le Forum économique du secteur privé appelle tous les citoyens à la sagesse en vue de restaurer sans plus tarder l'ordre et la paix indispensables à la relance de l'économie au bénéfice de la majorité. Le budget du Sénat de la République sera révisé à la baisse. L'annonce en a été faite par le président du Grand Corps, Joseph Lambert. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. En dépit des nombreuses annonces faites par les autorités monétaires concernant la dépréciation de la gourde par rapport au dollar, l'hémorragie n'a pas été stoppée. $1 équivaut aujourd'hui à 69 gourdes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse vertigineuse du billet vert, notamment la situation sociopolitique. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous ce soir l'économiste Edser Émile. Bonsoir, monsieur Émile. Bonsoir et également aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Un plaisir d'être avec vous. Merci, merci. Bon, alors, je vais vous donner tout de suite la parole. Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la dépréciation de la gourde, d'après vous? Bon, en fait, quand on parle de dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, il faut voir d'abord des facteurs structurels et également des facteurs conjoncturels. On n'entend pas des facteurs structurels, des facteurs qui sont liés à la structure même de l'économie, à savoir les déséquilibres qui sont chroniques, notamment le déséquilibre au niveau de la balance des paiements, en termes de volume de devises qui sont rentrées en Haïti et volume de devises qui sont envoyées à l'étranger. Et l'exemple le plus parfait dans le calcul de la balance des paiements est le déséquilibre entre import et export. Les importations haïtiennes sont quand même au-dessus de 4 milliards de dollars américains l'an, versus les exportations qui sont autour de 800 millions de dollars. Cela veut dire que cet écart continu entre les exports et les imports fait qu'il y a une course quand même continue, il y a un combat continu pour avoir des dollars alors qu'on n'entre pas suffisamment. Mais parallèlement aussi que le pays ne produit pas suffisamment de biens, justement, qui justifie le faible niveau des exportations. De l'autre côté, le niveau d'investissement direct étranger n'est pas extraordinaire et également le niveau de, je dirais, le nombre d'arrivées de touristes en Haïti aujourd'hui est ce qu'il est, vraiment inférieur par rapport à la moyenne ou encore la tendance au niveau de la région. Donc il y a un seul élément structurel qui continue encore à être à un niveau acceptable, c'est le niveau des envois de fonds, ce qu'on appelle couramment le transfert de la diaspora. Donc ça, c'est au niveau structurel de l'économie. Ça veut dire qu'on a une économie qui ne produit pas suffisamment et qui n'arrive pas à attirer suffisamment de devises. Donc, il y a une rareté de devises continue par rapport à la demande de dollars de l'économie. Et ça fait que justement, le problème se pose. Mais au niveau conjoncturel, d'abord, il faut dire que la situation au niveau budgétaire, en termes de déficit budgétaire au cours de ces derniers mois, mais également au niveau de la situation sociopolitique qui se dégrade au fur et à mesure, notamment avec les violences dernières. Mais il y a un autre élément important, c'est qu'avec le prix élevé du carburant sur le marché international, donc il faudrait quand même beaucoup plus de gourdes pour acheter la même quantité de barils par jour qu'on consomme. Donc cela veut dire que ça fait une pression en plus sur la demande de dollars dans l'économie. Et ce n'est pas seulement Haïti qui fait face à ce problème. Ce matin encore, je lisais sur Listing Diario qu'il y a une rareté aussi de devises
au niveau de la République dominicaine et la Banque centrale dominicaine était en train de réfléchir pour injecter des millions de dollars américains dans l'économie parce que justement la hausse du prix du pétrole fait qu'il y a une nécessité continue pour avoir davantage de gouttes, pour acheter la même quantité de pétrole qu'on consomme. Donc c'est un ensemble de paramètres, de facteurs qui expliquent que justement malgré les injections de dollars de la Banque centrale, malgré, je dirais, ces mesures ou encore l'arrêté lié à la question de dédollarisation, donc ça n'empêche pas quand même que la goutte continue de perdre de sa valeur par rapport au dollar. Donc la question est simple, c'est qu'il n'y a pas assez de dollars. Donc cela veut dire que s'il faut arriver à un équilibre, il faut créer des conditions pour attirer beaucoup plus de dollars vu qu'on ne les crée pas, on ne les produit pas. Et c'est exactement comme ça, il faut comprendre le jeu. Bon, nous sommes aujourd'hui à 69 gourdes. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les semaines et les mois qui viennent? On va continuer à chuter? Bon, écoute, il n'y a pas un secret dans ça. Et maintenant, on ne veut pas être un prophète de malheur non plus. Mais si on n'arrive pas à avoir une économie qui marche mieux, on n'arrive pas à avoir une économie qui produit beaucoup plus, qui arrive à exporter beaucoup plus, qui arrive à créer des conditions pour des investissements, notamment étrangers, plus importants, mais le contexte qu'on a aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé les 6 et 7 juillet dernier, donc on est en train je dirais, de rendre le climat beaucoup plus détérioré et ça va être beaucoup plus difficile pour nous d'attirer des investissements directs étrangers pour les prochains mois ou les prochaines années à venir. Et donc ça pour moi c'est vraiment travailler sur l'environnement, mais aussi en termes de stratégie de relance de l'économie. Il faut vraiment cesser de faire tout ce qui est cosmétique pour entrer au fond de la question, parce que le problème de la gourde ne peut pas être expliqué en dehors des fondamentaux de l'économie, à savoir la production de richesses, que ce soit dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du commerce, également au niveau de l'agriculture. Bon, monsieur Etzer Émile, et d'après vous, et strictement dans le contexte de la politique monétaire, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire là, maintenant? Quelles mesures concrètes devrait prendre le gouvernement pour arrêter la chute de la gourde par rapport au dollar? Donc c'est à 2 niveaux. D'abord, c'est mettre beaucoup plus d'ordre au niveau des finances publiques, à savoir et faire preuve, je dirais, de beaucoup plus de sérieux et d'austérité dans les rapports entre dépenses et recettes de l'État. Parce que si on continue à avoir un déficit aussi élevé, aussi considérable, donc ça nécessiterait bien évidemment que la BRH continue à un peu pincer les plaies. Donc ça va continuer à déranger un peu l'équilibre. Ça, c'est une chose. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux de la manière qu'on dépense. Mais deuxièmement, que la BRH doit continuer à injecter également des devises. Et c'est pas quand même la chose qui garantit un traitement, je dirais, permanent, mais à court terme, ça va aider quand même à ralentir le rythme de la dépréciation. Mais aussi, il faut qu'on ait un climat politique beaucoup plus stable, parce que l'incertitude chez les acteurs, chez les agents économiques, crée un peu l'anticipation négative. Donc, on pense que la goutte va monter, et en fait, le dollar va monter, on pense que la situation peut devenir plus difficile. À ce moment-là, on est prêt à acheter du dollar qu'on aura utilisé dans une période future, et ce qui fait une pression quand même sur le dollar. Donc cela veut dire que le besoin en dollars est normal, devrait être beaucoup plus faible que ce qu'on achète réellement. Parce qu'on achète beaucoup plus vu qu'on n'est pas sûr du taux qu'on peut avoir le mois prochain. Donc le climat politique doit être beaucoup plus stable. Ça demande un leadership beaucoup plus éclairé au niveau de la gouvernance globale, mais aussi en termes de gestion des finances publiques. Mais troisièmement, que la BRH continue avec ses mesures, ses dispositions, que ce soit en termes d'injection, mais aussi en tout ce que la BRH a l'habitude de faire, ensemble de ces dispositions pour un peu freiner la montée vertigineuse du dollar vis-à-vis de la gourde. Mais globalement, ce sont des mesures qui ne pourront pas permettre à ce qu'on ait cet équilibre pendant longtemps. Mais il faut parallèlement travailler à ce que l'économie soit relancée,
Parce qu'aujourd'hui, on a une économie en panne qui est dysfonctionnelle et ça doit recommencer à marcher si on veut espérer, dans un futur plus lointain, et avoir une monnaie stable. Donc, en fait, ce qui est super, ce qui est idéal, ce n'est pas avoir $1 à 40 goudes ou encore à 30 goudes ou encore à 100 goudes, mais une monnaie stable. Cela veut dire que qui ne fluctue pas à ce rythme aussi élevé, qui pour donner un peu de la garantie aux acteurs et agents économiques. D'accord, j'ai bien compris. C'est la stabilité beaucoup plus que le taux qui est important. J'ai bien compris ce message. Maintenant, un autre aspect un petit peu particulier, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup d'incendies, de pertes qui ont été constatées pendant les 6, 7 et 8 juillet dernier. Les assurances, les commerçants, les industriels qui ont perdu leurs biens, qui ont tout perdu, j'imagine qu'ils vont vouloir être remboursés en dollars. Est-ce que cela ne va pas encore influer sur le coût, le taux de la gourde par rapport au dollar? Oui, bien évidemment, si effectivement les contrats ou encore les termes entre les entreprises d'assurance, si c'est en dollars, effectivement, ça a fait une pression supplémentaire en termes de demande de dollars sur la période. Ça, on doit l'attendre. Mais je dois dire que la conséquence la plus grave, et pour ce qui était arrivé, c'est ce qu'on appelle c'est l'image pays qui est affectée. L'image pays qui est affectée, même beaucoup plus pour les touristes, on s'en plaint pour dire que les gens de la diaspora ne vont pas venir, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est quand même une image qu'on envoie et à l'extérieur pour dire qu'on n'est toujours pas prêt, parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle chose peut arriver. On n'a pas une force au niveau de l'État qui peut contrôler ou empêcher ces scènes de pillage. Et aussi, on regarde le nombre de fois que ça s'est répété. De 2004 à nos jours, on a eu ces scènes presque 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, on n'a toujours pas eu des grands procès pour juger, pour identifier les coupables. Et on est tellement vulnérable. Donc, à ce moment-là, ça devient très difficile pour dire que ce pays est ouvert aux affaires. C'est très difficile de convaincre des gens à venir mettre de l'argent ici. Et on est presque certain, on ne pourra pas développer ce pays avec 2 milliards de dollars américains de budget, avec ce qu'on a au niveau de la finance en Haïti. Il faut absolument attirer les investissements de l'extérieur. Mais pour le faire, le climat, le niveau de garantie, le niveau d'attractivité doit être au point, doit être au rendez-vous. Et c'est justement le grand coup qu'on a pris c'est 6, 7, 8 juillet dernier. En fait, tout ce que vous êtes en train de nous dire là se résume à la quasi-certitude que la gourde va continuer à chuter, parce que tous les éléments que vous avez mis en ligne, tous ne peuvent pas se réaliser du jour au lendemain. La perte de confiance, l'image du pays qui s'est dégradée, c'est pas en un jour que tout cela va être réparé. Donc, si je peux conclure brutalement, la gourde va continuer à chuter par rapport au dollar. Bon, oui, c'est un peu mathématique. Si on n'a pas d'offre de devise qui soit suffisante et adéquate par rapport à la demande, donc c'est bien évidemment, ça va continuer à augmenter. Et bon, on ne veut pas être prophète de malheur, mais c'est un peu ça. Donc, probablement, si on a beaucoup moins de spéculation, si on pense un peu à des anticipations qui ne sont pas aussi négatives pour les prochains mois, ça peut arriver qu'on reste un petit peu beaucoup plus stable. Si la BRH fait beaucoup plus, puise un peu plus au niveau de ses réserves nettes de change, je crois qu'ils sont sur un rythme de presque 10 à 15 millions de dollars américains injectés chaque mois. Probablement, ils auront à faire beaucoup plus que ça. Mais sinon, on va assister bien évidemment à une hausse continue du taux de change et ce n'est probablement pas pour demain pour avoir une stabilité. Et d'un autre côté, les réserves de la Banque centrale ne sont pas non plus infinies. Je reviens très rapidement sur le FMI. Le FMI avait demandé à l'État haïtien, comme on le disait tout à l'heure, de porter l'effort sur EDH et sur la gasoline. La gasoline, la tentative a été faite avec les conséquences qu'on a pu constater. Le gouvernement a retiré cette hausse, reste EDH. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, cela veut dire clairement qu'on aura du mal à respecter les engagements. Et c'était prévisible. Et je l'avais dit qu'on ne pourra pas respecter les engagements. Probablement, on ne devrait pas les prendre.
Et parce que, écoutez, tout cela, c'est juste pour s'assurer qu'on va débloquer 90 millions de dollars pour Haïti. On va faire tout ça juste pour 90 millions de dollars. On n'est pas sérieux. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et probablement, écoutez, sur la frontière, on perd plus de 5 fois plus que ça. Et au niveau des manques à gagner de la DGI, on perd beaucoup plus que ça. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent parce qu'on ne peut pas faire... on peut pas nécessairement ajuster les prix à un niveau aussi élevé dans un contexte de marasme et aussi de perte de pouvoir d'achat, d'inflation à 2 chiffres depuis 3 ans, mais aussi avec la montée du dollar. Et je pense que si on avait entamé ça progressivement, c'est ce que j'avais souhaité d'ailleurs, parce qu'on ajuste progressivement, probablement ça aurait été beaucoup plus facile, mais aujourd'hui on se demande si on peut même mettre une goutte sur le prix du gallon de gasoline. C'est pas évident du tout. Et au niveau de la facture de l'EDH, c'est beaucoup plus facile parce qu'à ce moment-là, on n'augmente pas le prix du kilowattheure comme des gens le croient, c'est pas ça, mais faire un peu plus pour collecter et un peu ce qui est perdu. La collecte, oui, élargir l'assiette de la collecte. Voilà, donc ça va demander un peu plus de mobilisation, de ressources, de technologie, mais aussi de la bonne volonté au niveau de l'EDH. Mais là encore, on ne sait pas à quel niveau ça va être. Est-ce que les gains ne vont pas être des gains marginaux ou est-ce que ça peut vraiment compenser tout le besoin en ressources qu'on a tous les mois en Haïti? D'accord. Donc, encore une fois, vu la conjoncture, le retrait de l'augmentation, la difficulté à relancer du côté de l'EDH, il y a fort à parier que le FMI ne va pas reprendre son soutien budgétaire à Haïti, même si ce n'est qu'au niveau de 80 millions. C'est ça, exactement. D'accord. Ben écoutez, Monsieur Edser Émile, merci de cet éclairage que vous nous avez apporté sur la situation monétaire. Malheureusement, tout cela n'est pas très rassurant. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il va falloir encore se serrer la ceinture. Absolument. D'accord. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À vous également. Voilà, c'était Monsieur Edser Émile, économiste, qui nous apportait son éclairage sur la situation de la gourde et les perspectives qui ne sont pas très rassurantes. Le Forum économique du secteur privé prend acte de la démission du Premier ministre et de celle de son gouvernement le 14 juillet dernier. Dans un communiqué en date du 16 juillet, les dirigeants du Forum demeurent convaincus que cette décision et son acceptation par le président de la République offrent une porte de sortie vers une solution raisonnable à la crise issue des récentes mesures d'ajustement des prix des produits pétroliers et des débordements de violence et de vandalisme subséquents. Le Forum demeure persuadé que ces actes, qui ont soulevé l'indignation générale et ont grandement affecté l'image nationale, ne resteront pas impunis et que leurs auteurs, co-auteurs et complices seront identifiés, poursuivis et punis conformément à la loi. Le Forum en appelle à la sagesse de nos concitoyens en vue de restaurer sans plus tarder l'ordre et la paix indispensables à la relance de l'économie au bénéfice de la majorité. Suite à cette crise, plusieurs secteurs vitaux de notre économie, notamment l'industrie touristique, connaîtront vraisemblablement d'importantes baisses de chiffre d'affaires dans les mois à venir. Cette situation risque d'affecter dangereusement le rythme des activités économiques et de creuser encore davantage le niveau élevé de chômage prévalant dans notre pays. Face à cette perspective, le Forum réitère son appel au président de la République et au Parlement pour la mise en place d'un plan urgent et cohérent de relance de l'économie, incluant l'établissement d'un budget national réaliste, axé sur une meilleure collecte des recettes fiscales, sur une lutte efficace contre la contrebande et la fraude fiscale.
Le forum exhorte à nouveau ses membres et l'ensemble des acteurs du secteur privé à contribuer à l'effort de relance, autant par le respect scrupuleux de leurs obligations fiscales que par leur participation à un dialogue social fructueux avec les autorités et corps organisés de la société civile, en vue de bâtir les conditions d'une société plus juste et plus prospère, jouissant d'une meilleure harmonie entre tous les citoyens. Le prochain Premier ministre doit être une personnalité possédant de la maturité politique et être capable de s'adresser à la population afin que le président puisse conserver le recul nécessaire, estime le pasteur Sylvain Exantus de la Fédération protestante d'Haïti, qui a participé mercredi aux consultations menées par le chef de l'État au Palais national. Le pasteur Exantus affirme que des noms de Premier ministre ont été proposés au président Moïse à cette occasion. Le président de la Chambre haute, Joseph Lambert, annonce l'abandon de certains privilèges par les sénateurs, une mesure qui devrait leur permettre de réaliser jusqu'à 1 milliard de gourdes d'économies à partir du prochain exercice fiscal. Le sénateur du Sud a également parlé d'une réévaluation du projet de doter le président du Sénat d'une résidence officielle de manière à ce qu'elle coûte le moins possible à l'État. Il a également rappelé qu'aucun fonds n'avait été décaissé à cet effet jusqu'à maintenant, balayant les accusations de prise illégale d'intérêt dans le cadre de ce dossier. Il y a tout un train de mesures que déjà nous commençons à travailler sur lui pour nous annoncer dans les jours à venir pour la Chambre pour le Sénat de la République. J'estime que c'est même bagaille là tout, Chambre député a fait même geste là tout. Pour faire une série de bagailles que privilèges que nous gagnons. Donc, comme petit l'argent poisson, 1 million de gouttes. Mais là, on dit l'argent poisson, il y a comme ça, c'est pour les activités culturelles, bagailles, etc., et pour la période de Pâques. Majorité collègues, sont partisans qu'on mesure comme ça prend parce que comme ça, il y a plus nuit que déranger. Par exemple, la rubrique subvention, nous allons réduire ça à sa plus simple expression. Nous ne pas dire nous pas quitter un volet subvention, non. Mais quand même, nous allons réduire ça à sa plus simple expression. Et là, après, dans le Sénat, nous allons réduire tout dans toute administration publique. Là. La rubrique frais de déplacement à l'extérieur, il faut que nous revisions à la baisse. Au lieu de $550 pour déplacer, hein, comme per diem, nous disons, bon, soit déplacer, on va le faire 1 jour dehors, il faut qu'on millimètre, nous disons, pas qu'on doit passer plus que 2 jours dehors. Les billets d'avion, donc on l'a déjà appliqué déjà, c'est en classe économique. C'est un sénateur ou un député, si vous voulez voyager en classe d'affaires, c'est les mêmes qui offrent le billet, qui payent sur plus, qui voyagent. Mais c'est déjà en classe économique. Quelques 800, 900 millions, je dirais même 1 milliard de gouttes possibles que nous sommes capables de nous-mêmes amputer budget Sénat. Et nous allons regarder sur le modèle ça que nous appliquons pour nous répliquer sur tout ministère et faire en sorte que la véritable austérité dont FMI a mis nous dans la situation pour nous faire et qui a créé révolte, qui a créé rébellion de côté population et autres, etc., et bien pour que nous ne pas obligés de suivre ça. Nous allons indiquer à notre peuple la vraie voie, mais en s'assurant aussi que nous créons des conditions indispensables à l'intérieur de nos moyens pour le budget de cette année. Des réflexions que moi je dis que je réfléchi sur eux et autres, etc., c'est réflexions qui allaient dans le sens travail de concert avec l'exécutif en considérant les manques à gagner à partir de l'augmentation pour l'essence qui peut arriver à appliquer, l'aide externe, plus particulièrement l'appui budgétaire qui n'est pas privé, et puis pour nous faire toutes considérations ça, et puis pour nous regarder quelle est la meilleure manière, la meilleure façon d'utiliser nos méga ressources, mais n'en bail plus résultats. Monseigneur Eugène Martin Nogent a confirmé que le Saint-Père, le pape François, a nommé Monseigneur Launay Saturné, président de la Conférence épiscopale d'Haïti et évêque du diocèse de Jacmel, comme nouvel archevêque métropolitain du Cap-Haïtien. Il remplace Monseigneur Max Leroy Messidor, intronisé archevêque de Port-au-Prince en janvier 2018.
La nonciature apostolique en Haïti exhorte tous les prêtres, les religieux, les religieuses ainsi que les fidèles laïcs à accueillir avec un esprit de foi et d'espérance cette décision du Saint-Père qui est l'expression de son attention paternelle et de sa sollicitude pastorale à l'endroit de l'Église qui est en Haïti et de tout le peuple haïtien. Tous les fidèles ainsi que les personnes de bonne volonté sont invités à prier pour son Excellence Monseigneur Launay Saturné et pour l'archidiocèse du Cap-Haïtien afin que l'Esprit du Seigneur puisse continuer à travailler efficacement dans son Église, de sorte que par un fécond et sage exercice du ministère sacré, notre peuple puisse trouver dans le Christ une abondance de vie, a expliqué Monseigneur Eugène Martin Negent. La nomination de Monseigneur Saturné à l'archevêché du Cap intervient quelques semaines après des dissensions entre le président de la conférence épiscopale et l'administration de Jovenel Moïse. Le prélat avait critiqué l'annonce de la hausse des prix de l'essence et dénoncé la mauvaise gouvernance. Il avait exhorté le gouvernement à utiliser les ressources collectées pour améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.